effectivement, quand on met en relation démocratie et santé, on ne devrait pas éprouver une inquiétude. C'est-à-dire que si on prend un peu de recul historique, on s'aperçoit qu'il y a une prolifération des formes démocratiques en santé. Et pourtant, chacun d'entre nous peut constater que, effectivement, comme l'a rappelé Philippe, que des décisions très importantes, par exemple sur le périmètre de l'assurance maladie, qu'est-ce qu'elle prend en charge, qu'est-ce qu'elle rembourse, à quel taux, et bien, finalement, il n'y a pas de débat. Et on constate, par exemple, que la santé n'a jamais été un enjeu majeur des élections ou présidentielles ou législatives. Je mettrai un bémol quand même, parce que je trouve qu'on a fait un progrès en 2017. Pour plein de raisons, mais aussi, par exemple, grâce à François Fillon, hein, faut le dire, qui nous a bien rendu service, le film La Sociale de Gilles Perret. Puis après, il y a des gens qui ont proposé effectivement une reconquête du terrain perdu par la sécurité sociale. Donc je dirais que 2017, ça reste quand même un apax en termes de traitement politique des questions de santé. Parce que c'est vrai que si on regarde un peu avant, dans les années précédentes, c'était assez affligeant la façon dont les acteurs politiques traitaient de la question de la santé, c'est-à-dire que c'était très peu de lignes dans les programmes politiques et souvent traités de manière, je dirais, superficielle, consensuelle, avec des mots et des slogans qui n'engagent à rien. Bon, alors je reviens sur la prolifération des formes démocratiques. On ne devrait donc pas être inquiet. Et on l'est. Bon. Alors, historiquement, vous avez d'abord, première forme de démocratie en santé, la démocratie mutualiste. Hein, la mutualité, effectivement, a été l'ancêtre, je dirais, de la sécurité sociale moderne, même si elle a eu du mal à se positionner ensuite, après la création de la sécurité sociale. Mais quand même, la mutualité, la démocratie mutualiste, c'est deux choses. C'était d'abord la proximité, je dis c'était, hein, j'y reviendrai. Et puis, un homme, une voix. Enfin, un homme, une femme, une voix. Donc la démocratie mutualiste, dans le cadre de petites, souvent mutuelles, hein, locales ou professionnelles, effectivement, a apporté cette exigence démocratique dans les questions de santé. Donc la mutualité a joué un rôle historique dans la démocratisation de la santé, si on peut dire. Ensuite, évidemment, on a eu la démocratie sociale, d'après-guerre. Donc la démocratie ouvrière. Au sein de la sécurité sociale, on a fait le choix en 1945 de ne pas confier la sécurité sociale à l'État, mais à ceux qu'on devait appeler les partenaires sociaux, mais je le rappelle, essentiellement les syndicats ouvriers. Hein, ça a été 3/4, 1/4, 3/4 de représentants syndicaux, 1/4 de représentants patronaux, après ça a été 2/3, 1/3, enfin, bon voilà, ça a changé selon les époques, mais il y avait une surreprésentation des syndicats dans les conseils d'administration des caisses d'assurance maladie. Alors j'y reviendrai très vite, hein. Cette démocratie sociale, elle a été très vite encerclée par ce qu'on a appelé le paritarisme, qui est en fait un patronat revanchard qui a commencé à encercler par des institutions paritaires cette démocratie sociale d'après-guerre. Hein. C'est notamment les institutions prévoyance ou l'assurance chômage. Ensuite est venue de manière beaucoup plus récente s'ajouter, à côté de la démocratie mutualiste sociale, la démocratie parlementaire. Hein, on vient de sortir du vote du projet de loi de financement de la sécurité sociale. C'est-à-dire qu'on a doté la sécurité sociale, on a estimé que la sécurité sociale, et notamment sa branche maladie, représentait de telles sommes financières que le Parlement devait se prononcer. Alors, ce n'est pas exactement un projet de loi de finances, mais devait se prononcer sur un objectif de dépenses et un montant de recettes. Bon, donc on a estimé que les élus de la nation ne devaient pas être mis à l'écart de la sécurité sociale. Donc ça nous fait déjà 3 formes démocratiques. Et puis, à peu près à la même époque d'ailleurs que la mise en place du projet de loi de financement de la sécurité sociale, c'est-à-dire au milieu des années 90. Hein, effectivement, est apparue cette notion de démocratie sanitaire. Alors, qu'est-ce que c'est que cette démocratie associative, hein, je vous en parlerai après, mais quand même, l'histoire de cette idée qu'il faut doter, équiper les individus en droit, hein, notamment par exemple le droit au consentement éclairé, en droit individuel, mais aussi en droit collectif, le droit des patients et des malades à être représentés, et bien finalement, c'est venu
du mouvement, c'est devenu du sida. C'est les associations de malades du sida qui ont conquis de nouveaux droits. Alors, il faudrait préciser, il y a des très bons livres d'histoire et de sociologie sur l'histoire de ce mouvement des malades du sida qui était très représentatif d'une catégorie sociale. C'était des gens plutôt éduqués, journalistes, écrivains, etc. Donc ne jamais oublier que, en quelque sorte, cette conception de la démocratie porte les marques de ses concepteurs. Et ce n'est pas une critique quand je dis ça. Et vous savez qu'au milieu des années 90, on est sorti, avec l'arrivée des trithérapies, on est sorti de ce qu'on appelle le marasme thérapeutique. Et donc, évidemment, les associations de malades du sida, notamment AIDS, ont en quelque sorte entrepris de généraliser, de monter en généralité, et de généraliser les droits qui avaient été conquis pour les malades du sida à l'ensemble des malades, des patients et des assurés sociaux. Voilà. Et donc, on s'est retrouvé effectivement avec une nouvelle forme, je dirais, une démocratie plutôt participative ou associative, à côté de cette démocratie. J'ai peut-être ma voix qui va s'éteindre bientôt. Le mot qui va bientôt s'arrêter, je vous le dis. Oui, une petite pastille, merci. Merci. Donc, au moins 4 formes démocratiques qui se sont empilées au fil du temps. Alors, on ne devrait pas se plaindre. On devrait être content. On se dit, pour se faire entendre, ce n'est pas les canaux qui manquent. Sauf que, si on regarde les choses de plus près, ces formes démocratiques sont soit vides, soit elles ont été vidées de leur contenu, soit elles n'ont pas rempli les objectifs qui leur avaient été fixés. Alors je commence par la démocratie mutualiste. Effectivement, la démocratie mutualiste avait un sens quand le monde mutualiste était d'abord soutenait la sécurité sociale, et ensuite c'était une mosaïque de petites mutuelles, au plan local ou au plan professionnel. Donc en quelque sorte, c'était une démocratie de proximité. Comme je dis souvent, qu'est-ce qui reste de la notion des démocraties mutualistes chez Harmonie Mutuelle? Alors je le redis, je m'étais fait engueuler par le directeur général d'Harmonie Mutuelle. Il m'avait invité, on a discuté, je le redis là, comme ça, il va peut-être me réinviter. Voilà. Mais évidemment, ce que je veux dire par là, c'est que dans un monde mutualiste en pleine concentration, dans une dynamique de concentration très forte, effectivement, la démocratie mutualiste, ça devient simplement, je dirais, un appendice de la fonction de communication interne vis-à-vis des clients et non plus des adhérents mutualistes. Donc, en quelque sorte, les transformations, je ne vais pas en parler ici, c'est ma marotte, mais les transformations du monde des complémentaires santé a réduit à peu de choses, je dirais, les aspirations démocratiques du mouvement mutualiste. Première chose. Ensuite, la démocratie sociale, il n'y en a plus. C'est-à-dire que la démocratie sociale, elle a été petit à petit, je dirais, vidée de son contenu, puis elle a été purement et simplement enterrée. Et la date des obsèques exacte, c'est 2004. C'est la réforme de l'assurance maladie de Douste-Blazy, d'accord, où, effectivement, les partenaires sociaux n'ont plus qu'un avis consultatif et deviennent en quelque sorte j'irais presque dire les cautions d'un directeur général de la caisse d'assurance maladie, de l'UCAM, l'Union des caisses d'assurance maladie, qui est une sorte de proconsul de la santé, ou ministre de la santé bis, nommé en conseil des ministres et relativement inamovible pendant 5 ans. C'est une raison pour laquelle les syndicats aujourd'hui ont plutôt tendance à jouer les institutions de prévoyance et donc le jeu des complémentaires santé plutôt que de défendre concrètement la sécurité sociale, puisqu'ils ont été expulsés et ils n'ont pas fait trop de bruit. En étant expulsés, la dernière date où on a vu un syndicaliste protester vigoureusement contre un coup d'État, déjà un coup d'État social, c'était Marc Blondel en 1995 avec le plan Juppé, qui disait que c'était un hold-up sur la sécurité sociale. En 2004, la démocratie sociale, enfin le paritarisme, parce qu'on était dans le monde paritaire, est mort de sa belle mort, finalement sans phrase, et au profit j'y reviendrai, d'une technocratisation complète de l'assurance maladie, c'est-à-dire, si vous regardez aujourd'hui l'assurance maladie,
c'est quelque chose de très vertical, de très hiérarchique et très axé sur la question des finances. La question démocratique ne préoccupe pas plus que ça, je dirais, l'assurance maladie en tant qu'institution. Ensuite, la démocratie parlementaire. Le PLFSS, au départ, c'était peut-être une belle idée. D'ailleurs, c'était concomitant. Hein. On se disait, bon, finalement, la démocratie sociale a vécu, il faut trouver une démocratie de substitution. Donc, on va mettre dans le coup les parlementaires. Bon, alors, hormis que les parlementaires s'intéressent historiquement très peu à la santé, hein, vous avez un ou deux spécialistes de ces questions, bien souvent venus des professions de santé, d'ailleurs, dans les partis. Ils occupent d'ailleurs souvent des positions basses dans leur organisation partisane. Le PLFSS, c'est d'abord et avant toute chose un exercice technocratique et budgétaire. Au départ, le PLFSS visait quand même à mettre en relation, en gros, un vote sur les finances de l'assurance maladie. Je vais être long alors finalement. Et puis de l'autre côté, une stratégie de santé, une politique de santé. La politique de santé, elle a été complètement évincée du document, et maintenant on a un exercice pur de retour à l'équilibre des comptes sociaux. C'est ça. Bon. Et les parlementaires, c'est la direction de la sécurité sociale qui élabore ça, et les parlementaires regardent, ici comme ailleurs, regardent passer les trains. Alors la démocratie associative, quant à elle, elle a gagné des places. Elle a gagné effectivement des places. Alors, plusieurs choses. Effectivement, on a reconnu des droits nouveaux aux patients, mais l'effectivité de ces droits est très loin d'être garantie au concret, hein, soit parce que le paternalisme médical perdure, hein, soit parce qu'il y a des obstacles à l'accès aux droits. On sait que le principal problème en France, c'est pas la fraude à la Sécu, c'est le non-recours aux droits sociaux. C'est ça le vrai problème. C'est ça qui devrait être un vrai scandale. Bon, donc là, ces droits ne sont pas toujours mis en œuvre. Et ensuite, souvent, les associations de patients servent de caution. Elles ont des strapontins dans les principales institutions et servent de caution où, là aussi, regardent passer les trains de décisions qui sont prises ailleurs, dans les cabinets ministériels, dans les directions d'administration centrale, etc. Et on les appelle quand il faut soutenir une réforme, comme l'a fait, par exemple, Roselyne Bachelot en 2009. Bon. Et donc ils ont un positionnement un peu compliqué. Alors comme il me reste 5 minutes, j'aimerais finir sur... Donc voilà, cette inquiétude, voilà élucidée, si vous voulez, l'énigme qui consiste qui réside dans le fait qu'il y a une prolifération de formes démocratiques et pourtant nous sommes inquiets sur la démocratie en santé. Et j'aurais envie de dire que la rigueur budgétaire, l'austérité permanente, il y a un très beau livre de Wolfgang Schreck que je cite tout le temps, qui s'appelle « Du temps acheté », hein, qui montre comment l'austérité, ou la logique, l'entrée dans une période, une séquence d'austérité permanente, fait planer, je dirais, un risque démocratique, dans la santé comme ailleurs, et même une tentation autoritaire de plus en plus verticale. C'est-à-dire que, moi, souvent, j'ai fait des entretiens avec des hauts fonctionnaires, avec des élus. Moi, ce qui me frappe souvent, c'est en quelque sorte l'idée, qui ressort, pas chez tous les acteurs. Non, je vais couper. Attends. Donc, c'est pas la peine d'arracher un papier. Bon. Oui, je veux dire pas tous, parce qu'il y a vraiment des acteurs politiques qui portent une préoccupation démocratique dans la santé, il y a des hauts fonctionnaires, mais quand même, par exemple, une bonne partie de la technostructure, et je cite un haut fonctionnaire qui a eu des responsabilités, et qui a encore des responsabilités très importantes dans le secteur sanitaire et social, il a dit ce qu'il faut à la santé, c'est un despote éclairé. Ouais. Non, je ne cite pas, je ne ferai pas du name dropping. Non, je ne ferai pas de name dropping, mais je veux dire, mais non, parce qu'en plus, ça n'aurait pas de sens. C'est-à-dire que ça me fait penser à Rancière, au bouquin de Rancière sur la haine de la démocratie. La démocratie, pour de nombreux hommes politiques ou de décideurs administratifs, c'est d'abord une perte de temps, alors qu'il faut revenir vite à l'équilibre des comptes budgétaires, à l'équilibre des comptes sociaux. Et ensuite, c'est porteur d'inflation des dépenses. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, on ne fait pas confiance aux citoyens pour être en quelque sorte des acteurs responsables d'un débat politique et public sur les questions de santé. Donc, que faire, disait Lénine? D'abord, être conscient, oui, bon, c'était juste un clin d'œil, c'était juste, ouais, un matin, c'est pour habiller tout le monde, mais c'était un clin d'œil à la Révolution russe, bien sûr, bon,
Et je dirais que la restauration n'est pas une politique. La restauration au sens revenir à 45, c'est la critique que j'ai un peu fait au film de Gilles, c'est qu'il est nostalgique. C'est-à-dire que les questions de santé n'ont plus rien à voir aujourd'hui avec ce qu'elles étaient en 45. Donc l'idée de retourner à la démocratie sociale pure de 45 est à mon avis une illusion. D'abord une illusion, c'est une illusion parce qu'il faut le savoir, les élections au conseil d'administration de la sécurité sociale n'ont jamais mobilisé les foules, et Pierre Laroque lui-même le déplorait. Et ensuite, ça serait nier la transformation profonde de la médecine, des questions de santé environnementale, qui ne se posaient pas en 45. Donc évidemment, je ne vois pas pourquoi on remettrait, d'ailleurs ils ne le demandent pas, les syndicats et le patronat au cœur de la gestion du système. Ils peuvent y être associés, mais à côté des associations de patients, à côté d'associations citoyennes, à côté d'autres, pourquoi pas de citoyens tirés au sort. Je dis, c'est le principal chantier intellectuel et politique de ces prochaines années. Parce que finalement, la question, je dirais, économique, budgétaire, je veux dire, c'est un choix qui est assez simple à faire. C'est le choix de la solidarité ou de l'individuel. Mais il est assez clair. Par contre, le vrai réinventer des formes démocratiques mobilisatrices dans la sécurité sociale, ça, c'est ce qui doit mobiliser notre intelligence collective. Voilà, je vous remercie.